Bon, peut-être c'est sa couleur préférée. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soutenance de mémoire, troisième, euh, oui, troisième du jour, voilà, de cet après-midi. Nous avons le plaisir, dans, dans le cadre des travaux à l'IES, hein, d'accueillir Madame Rose Tamaika Priscille, qui va nous présenter son sujet. Merci de couper le micro, hein, la personne, sinon on va l'exclure, hein, il ne faut pas. Ah, Tamaika, il y aura un feedback, hein, attention. Alors, je disais que Tamaika va nous présenter ce travail. Elle a traité le sujet suivant, analyse de l'impact de la formation des enseignants sur la gestion des comportements perturbateurs dans les classes du deuxième cycle du fondamental à l'école Maranatha des Côtes-de-Fer. Ce travail a été encadré, suivi par notre collègue Jemerson Mathurin, et il sera évalué par le rapporteur M. Gabriel Saint-Louis, et Dr. Providence Christophe préside ce jury. On rappelle que Madame Priscille aura, comme les autres, 10 minutes pour nous faire la présentation des éléments fondamentaux de son travail. Et puis par la suite, on pourra donner la parole au rapporteur. Voilà, Tamaika, tu as 10 minutes. Il est 16h50. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, et je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. Distingués invités, chers étudiants, honorables membres du jury, bonsoir. C'est avec un profond respect, un sentiment de gratitude et un réel honneur que je me présente devant vous afin de vous exposer les principaux résultats de mon mémoire intitulé « Impact de la formation des enseignants sur la gestion des comportements perturbateurs dans les classes du deuxième cycle du fondamental à l'école Maranatha des Côtes-de-Fer ». Réalisé sous la direction de M. Jemerson Mathurin, à qui j'exprime ma sincère reconnaissance pour son accompagnement, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de cette recherche. Je vous remercie de votre attention et vous invite à suivre les différentes étapes de cette présentation. Afin de permettre une meilleure compréhension de cette recherche, notre présentation s'articulera autour des principaux points suivants. Il y a d'abord le contexte et la justification de l'étude, l'introduction, les intérêts de l'étude, la problématique, la méthodologie adoptée, les résultats obtenus et leur interprétation, les limites de l'étude, la conclusion, ainsi que les recommandations qui en découlent. Sans plus tarder, abordons d'abord le contexte et la justification de cette recherche. Cette recherche s'inscrit dans un contexte où les enseignants sont régulièrement confrontés à divers comportements perturbateurs tels que les bavardages, les interruptions, les déplacements non autorisés ou encore les conflits entre élèves. Ces comportements représentent un défi majeur pour la gestion de classe. Ils peuvent perturber le déroulement des activités pédagogiques, détériorer le climat scolaire et affecter la qualité des apprentissages. Face à cette réalité, la formation des enseignants apparaît comme un levier essentiel pour développer des stratégies de gestion plus efficaces et favoriser un environnement propice à l'apprentissage. C'est dans cette perspective que nous avons jugé pertinent d'étudier l'impact de la formation des enseignants sur la gestion des comportements perturbateurs à l'école Maranatha des Côtes-de-Fer. Après avoir présenté le contexte et la justification de cette recherche, voyons maintenant les principaux intérêts qu'elle présente. Cette étude présente un intérêt à 3 niveaux. D'abord sur le plan scientifique, sur le plan pédagogique et enfin sur le plan social.
Sur le plan scientifique, elle contribue à enrichir les connaissances relatives à la gestion des comportements perturbateurs en contexte scolaire. Sur le plan pédagogique, elle met en lumière le rôle essentiel de la formation des enseignants dans l'amélioration des pratiques de gestion de classe. Et enfin, sur le plan social, elle participe à la réflexion sur l'amélioration du climat scolaire et de la réussite des élèves. Ces éléments conduisent naturellement à la problématique de la recherche. La question centrale qui a guidé cette recherche est la suivante. Dans quelle mesure la formation des enseignants influence-t-elle la gestion des comportements perturbateurs dans les classes du deuxième cycle du fondamental à l'école Maranatha des Côtes-de-Fer? L'hypothèse formulée stipule qu'une formation pédagogique adéquate permet une meilleure gestion de ces comportements. Pour répondre à cette problématique et vérifier l'hypothèse, cette recherche s'est fixée un objectif général et 3 objectifs spécifiques. L'objectif général est d'analyser l'impact de la formation des enseignants sur la gestion des comportements perturbateurs dans les classes du deuxième cycle du fondamental à l'école Maranatha des Côtes-de-Fer. Et les objectifs spécifiques consistent à, premièrement, identifier les formations reçues par les enseignants. Deuxièmement, décrire les comportements perturbateurs observés en classe. Et enfin, analyser les stratégies utilisées par les enseignants pour gérer ces comportements. Afin d'atteindre ces objectifs, une démarche méthodologique précise a été adoptée. Cette recherche s'inscrit dans une approche qualitative à visée descriptive et analytique. L'approche descriptive a permis de présenter les réalités observées sur le terrain, tandis que l'approche analytique a favorisé l'interprétation des données afin de comprendre le lien entre la formation des enseignants et la gestion des comportements perturbateurs. Elle a été menée auprès de 8 enseignants des classes de 5e et 6e année fondamentale de l'école Maranatha des Côtes-de-Fer. Les données ont été collectées à travers des entretiens semi-directifs et des observations en situation de classe. Cette méthode a permis de recueillir des informations riches sur les pratiques réelles des enseignants. Mesdames, Messieurs, ces données permettent désormais de présenter les principaux résultats de l'étude. Les résultats montrent que plusieurs comportements perturbateurs sont fréquents en classe. Il s'agit notamment des bavardages, des interruptions, des déplacements non autorisés, des disputes et des violences verbales. Ces comportements perturbent le déroulement normal des activités pédagogiques et réduisent l'efficacité des apprentissages. Face à ces constats, il est important d'examiner les stratégies de gestion mises en œuvre par les enseignants. L'analyse révèle une différence entre enseignants formés et moins formés. Les enseignants formés privilégient le dialogue, la prévention, les règles claires et le renforcement positif. En revanche, les enseignants moins formés utilisent davantage les sanctions immédiates, les menaces ou les cris. Ces résultats montrent que la formation influence positivement la qualité des pratiques de gestion de classe. Toutefois, ces pratiques doivent être comprises à la lumière de certains facteurs contextuels. Plusieurs facteurs influencent la gestion des comportements perturbateurs. On peut citer la surcharge des classes, le manque de ressources pédagogiques et les conditions matérielles difficiles, comme la chaleur ou le bruit. Ces éléments limitent parfois l'efficacité des stratégies mises en place par les enseignants. Honorables membres du jury, malgré ces résultats, il convient de reconnaître certaines limites à cette recherche. Cette étude comporte quelques limites, à savoir l'échantillon qui est restreint, avec seulement 8 enseignants et la recherche a été menée dans un seul établissement. De plus, l'approche qualitative ne permet pas une généralisation statistique des résultats. Cependant, les limites ouvrent la voie à des recherches plus larges dans d'autres écoles. À partir de ces éléments, il est possible de dégager les principales conclusions de ce travail. Cette recherche montre que les comportements perturbateurs constituent un véritable défi pour les enseignants et influencent négativement le climat de classe. Les résultats confirment que la formation des enseignants favorise des pratiques de gestion plus efficaces, plus préventives et mieux adaptées aux élèves. Ainsi, la formation des enseignants apparaît non seulement comme un facteur d'amélioration des pratiques pédagogiques, mais également comme un levier essentiel pour promouvoir un climat scolaire favorable et soutenir la réussite des élèves. Honorables membres du jury,
Ces conclusions conduisent aux recommandations suivantes. Il est recommandé de renforcer la formation initiale et continue des enseignants, de promouvoir les approches positives de gestion de classe, d'améliorer les conditions matérielles d'enseignement, d'harmoniser les pratiques pédagogiques et enfin de renforcer la collaboration entre l'école et les familles. Ces actions contribuent à un climat scolaire plus serein et plus propice aux apprentissages. Avant de terminer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail. Je remercie sincèrement mon directeur de mémoire, M. Diemerson Mathurin, pour son accompagnement, des conseils précieux et sa disponibilité tout au long de ce travail. Alors, je remercie également les enseignants de l'école Maranatha de Côte-de-Fer pour leur collaboration. Enfin, je tiens à rappeler que tout travail humain n'est jamais parfait. Celui-ci peut comporter des insuffisances et des limites. Je reste toutefois ouverte aux remarques, critiques et suggestions constructives du jury qui contribueront à enrichir cette réflexion. Merci à tous. Merci Tamaïka pour ton exposé qui était bien clair. Même si quand on fait l'exposé, ce n'est pas le moment de remercier la République. Il faut, parce que ça ne fait pas partie du mémoire. Il n'y a pas un chapitre ou une section où tu détailles tes reconnaissances vis-à-vis de qui que ce soit. Par contre, à la fin de la soutenance, certainement, on va te permettre de faire ça, de remercier qui tu voudras. D'accord? Bon. Alors, sans plus tarder, on va passer la parole au rapporteur et notre cher collègue, pour ne pas dire Gabriel. Gabriel, c'est lui. Voilà, cher Gabriel, tu as la parole. Beaucoup, docteur Providence. Merci beaucoup à la mémorante Rose Tamaïka pour son exposé assez éloquent, pour son exposé assez enrichissant. Et c'est le tour maintenant du rapporteur de placer son petit mot. Et nous avons le plaisir et l'honneur, en tant que rapporteur, de produire une analyse académique sur ce mémoire de l'étudiante Rose Tamaïka Brésil. Notre analyse fond consistera à relever dans ce document les principales forces et faiblesses de son texte à la lumière de ces deux documents cadres de l'IUS, principes généraux de l'évaluation et orientation des membres du jury. Et analyse de la forme. En ce qui a trait aux principes généraux de l'évaluation, examinons d'abord la conformité du texte au canevas. Les éléments composant ce canevas sont la page de couverture, l'introduction, le plan, la méthodologie, les chapitres du texte, la conclusion, la bibliographie, les annexes, la table des matières, les marges, la police, l'interligne. La page de couverture est presque correcte, sauf que le titre est trop long. Pourquoi ne pas écrire plutôt formation des enseignants et gestion comportementale en milieu scolaire, cas de l'école Maranatha en deuxième cycle fondamental à Côte-de-Fer, par Rose Tamaïka Brésil, sous la direction de monsieur, elle a écrit monsieur et ses maîtres, Diemerson Mathurin, pour l'obtention, ou bien, et elle pourra écrire sous la direction du professeur Diemerson Mathurin, pour l'obtention du grade de licencié en sciences de l'éducation. Quant à l'introduction, et alors présentée publiquement aujourd'hui, c'est le 7 août 2026.
8 juillet 2026. Quant à l'introduction, elle nous paraît être trop concise par rapport au volume du texte et à la conclusion. Nous inviterions le récipiendaire et l'inviterons à se plier à la règle des proportions ou au prescrit du canevas. Par ailleurs, le plan qu'elle a dressé à la page 3 nous paraît acceptable. Pour la méthodologie, comme il s'agit d'une étude de cas d'essence qualitative, elle est aussi admissible. Cependant, l'étudiante mémorant ferait mieux d'articuler les paragraphes de son texte Où sont les ponts, les termes de liaison? De plus, la conclusion ne rappelle pas les grandes lignes du plan comme le veut l'IUS. La lecture de la bibliographie dénote que les sources ou références auxquelles l'auteur fait allusion ne figurent pas dans sa bibliographie toujours. L'auteur du mémoire souffre d'un mal assez grave, mais heureusement curable, la virgulite. Elle distribue à tort et à travers ce signe de ponctuation, la virgule. Mais ce signe de ponctuation qui a déjà coûté la vie à plus d'un. On se rappelle l'histoire de ce journaliste mort et en prison parce que dans la dépêche du président, la virgule était mal placée. Le président a voulu écrire grâce, virgule, pas tuer. Il a écrit plutôt grâce, pas, virgule, tuer. Et on a tué le journaliste. Alors que le président ne voulait pas que le journaliste soit mort. Donc voilà, la virgule a causé la mort du journaliste. Et il n'y a pas longtemps, un ministre de l'Éducation nationale a été pris dans une palabre parce que sa secrétaire principale avait mal écrit une révocation. Et cette lettre est arrivée dans la presse, on a lu la lettre, on a constaté que toute cette palabre était due à une virgule qui était mal placée. Donc, j'invite la mémorante à penser à bien placer ces virgules. Et il y a même une expression qui est devenue proverbiale en Haïti. Vivre à la grâce, sous la grâce pas tuer. Quand on dit à quelqu'un qu'il vit sous la grâce pas tuer, cela veut dire que la personne ne respecte pas les signes de ponctuation et plus particulièrement la virgule. Quant aux annexes, à la table des matières, aux marges et à la police à l'interligne, je trouve que c'est correct. Si la qualité rédactionnelle du texte n'est pas des plus enviables, c'est à cause de pareilles négligences. Toutefois, le cadre théorique a été très enrichissant. Bravo. Et maintenant, passons à l'analyse du fond. Quid de la pertinence du texte? Le sujet se révèle d'une grande importance. Il est d'actualité. Le besoin d'organiser la salle de classe fait partie des besoins premiers de l'enseignant. Cependant, certains pédagogues opteraient plutôt pour l'organisation du travail. Et ils disent, n'organisez pas la discipline, organisez plutôt le travail. Donnez du travail à faire aux enfants. Quand les enfants ont du travail à faire, ils ne vont pas nuire au bon climat de la salle. Donc, il faut plutôt organiser le travail. Il faut que l'enfant ait toujours quelque chose à faire et il faut occuper le temps de l'enfant. En outre, les concepts ne sont pas particulièrement définis. Et les concepts
parce que vous donnez à certains termes un sens et que ces termes-là n'ont pas pour le commun des mortels. Donc, il faut définir séparément ces termes-là que vous allez utiliser dans votre texte et qui entrent dans le cadre d'un univers conceptuel. Le texte est peu convaincant parce que la question de recherche, les objectifs et les hypothèses manquent de cohérence et ce qui nuit à la qualité rédactionnelle du texte. La qualité rédactionnelle du texte en pâtit. Il faut que relire Madame Rose Tamaïka et il faut reprendre les phrases. Il y a des fautes de frappe, je ne sais pas si ce sont des fautes de frappe ou bien si c'est la machine qui glisse, mais il y a certaines phrases qu'on n'arrive pas bien vraiment à comprendre, à bien saisir. Je pense que ça, c'est une affaire de machine. Je ne pense pas que, Madame Rose Tamaïka aurait pu faire pareille faute. Donc, il faut contrôler la machine, il faut contrôler, il faut relire les phrases 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et au niveau du fond, je vais placer un petit mot sur la méthodologie. Les outils de collecte des données sont les entretiens semi-directifs réalisés auprès de 8 enseignants et des observations réalisées dans 4 classes du second cycle. Le traitement des données n'est pas indiqué dans le travail, ce qui fait douter de la qualité de l'analyse. Enfin, conclusion, le document de mémoire de l'étudiant, tout compte fait, a été analysé suivant les principes généraux de l'évaluation édictés à l'IUS. Nous avons joué notre partition en nous cantonnant dans notre rôle de rapporteur, en présentant une appréciation globale du mémoire. Et maintenant, nous voulons poser 4 questions précises à l'étudiant pour vérifier sa compréhension du sujet et sa capacité d'argumentation. Les 4 questions sont les suivantes. Quelle a été la problématique du travail? Et rapidement, quelle a été la problématique du travail? Et deuxième question, citez une des hypothèses du travail. Et seulement une des hypothèses du travail. Troisième question, la formation continue des maîtres apporterait-elle un palliatif à l'hyperactivité des enfants? Je pense que beaucoup d'enfants ont dit être bavard. En réalité, l'enfant n'est pas bavard. L'enfant est hyperactif. Et dans certains pays, on place ces enfants dans des écoles spéciales. Et cet enfant-là aurait pu bénéficier d'une éducation spéciale et ne pas mettre un tel enfant parmi les autres. Et parce que nous avons une seule pédagogie, nous pensons que tout le monde est normal et nous mettons tout le monde ensemble. Une fois, j'enseignais au lycée Antenor Firmin et il y avait un élève qui me regardait, les yeux ébahis, vifs, et parfois j'ai l'impression qu'il s'énerve. Et quand j'ai cherché à comprendre et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, c'était un enfant qui mériterait d'être placé à Saint-Vincent. Ce n'était pas un enfant comme les autres. Et bon, et tout le monde sait dans notre pays, on a placé cet enfant au lycée Firmin. Et j'ai parlé au directeur, bon, avec peine, le directeur, et il m'a dit, bon, on va voir ce qui est possible, mais on me l'a envoyé et il vient d'en haut, je ne peux pas refuser. Et je comprends, cher maître, on va voir comment on va déplacer cet enfant, le placer dans son environnement. Quatrième question, ne pensez-vous pas que beaucoup d'enfants devaient bénéficier plutôt d'un enseignement spécial que d'une formation continue des maîtres? Donc, s'il y a une question qui échappe, je suis disposé à répondre. La première question, quelle a été la problématique du travail?
Vas-y, puisque je crois que tu as terminé. Tu avais terminé. Oui. Et deuxième question, une des hypothèses du travail. Et troisième question, la formation continue des maîtres apporterait-elle un palliatif à l'hyperactivité des enfants? Quatrième question, ne pensez-vous pas que beaucoup d'enfants devraient bénéficier plutôt d'un enseignement spécial que d'une formation continue des maîtres? Et vous pouvez répondre à seulement 3 des 4 questions. Et je serai édifié. Merci, monsieur le rapporteur, pour les remarques et les questions. On passe la parole à Tamaïka tout de suite pour qu'elle puisse répondre. J'invite Tamaïka à être vraiment directe dans ses réponses, bien qu'il faut aussi pouvoir vraiment donner des explications. Donc, soit vraiment précise, voilà, d'une certaine manière. Tamaïka. Et merci, Monsieur le Président, et je tiens à remercier Monsieur Gabriel Saint-Louis, mon rapporteur. Donc, j'aimerais dire, en ce qui concerne les recommandations, je ne les conteste pas, parce que tout travail de recherche comporte des limites. Donc, pour répondre à la première question, j'aimerais dire sincèrement que les 2 dernières questions, je ne les entends pas. J'ai entendu, mais M. Gabriel Saint-Louis parle un peu vite, donc ça fait quelques problèmes. Donc, je vais commencer par répondre à la première question, qui était ma problématique. Donc, la problématique, c'était dans quelle mesure la formation des enseignants impacte-t-elle la gestion des comportements perturbateurs dans les classes du 2e cycle du fondamental à l'école Maranatha des Côtes-de-Fer. Donc, j'en ai qu'une seule hypothèse. Donc, je peux dire l'hypothèse d'une autre manière. Donc, c'est bien la formation initiale et continue des enseignants améliore la gestion des comportements perturbateurs en classe en favorisant des stratégies préventives et structurées. Donc, là, on voit s'il y a l'absence de formation et continue et initiale, donc ça va conduire à des pratiques réactives et punitives moins efficaces. Donc, si cela ne vous dérangerait pas, Monsieur Gabriel Saint-Louis, vous pouvez reprendre pour moi les 2 dernières questions. Un peu plus lente, s'il vous plaît. Et puis, c'est exceptionnellement, parce qu'il l'a fait à plusieurs reprises. Donc, c'est à toi de savoir noter. OK, merci. Tu ne peux pas t'amuser, voilà. Donc, Gabriel? Oui. Et la troisième question, la formation continue des maîtres apporterait-elle un palliatif à l'hyperactivité des enfants? La formation continue des maîtres apporterait-elle un palliatif à l'hyperactivité des enfants? Le mot. Oui, vous pouvez continuer, monsieur. Et quatrième question, ne pensez-vous pas que beaucoup d'enfants devaient bénéficier plutôt d'un enseignement spécial que d'une formation continue des maîtres? Ne pensez-vous pas que beaucoup d'enfants devaient bénéficier plutôt d'un enseignement spécial que d'une formation continue des maîtres? Oui, je suis là, monsieur. Et moi, ce que je peux dire à la troisième question, donc, moi, c'est pour cela que je travaille sur la formation continue et initiale des enseignants, parce que c'est un sujet qui me vient à cœur. Donc, je peux dire que, oui, la formation continue apporte une qualité pédagogique dans la gestion de l'hyperactivité des enfants. Donc, si je peux dire, en transformant la classe en un environnement plus inclusif, c'est-à-dire les enfants vont interagir. Donc, on peut structurer la classe aussi. Donc, si l'enseignant ne soigne pas le trouble, et là, il va permettre
Donc, je peux dire, si les élèves ne soignent pas le trouble, là, il va permettre aux enseignants de mieux accompagner ou bien de mal accompagner les élèves hyperactifs en classe. Merci beaucoup, Madame Rose Tamaïka. Oui, monsieur, je suis là pour la dernière question et je peux répondre. Moi, ce que je peux dire, et je peux dire oui, que certains enfants peuvent avoir besoin d'un accompagnement spécialisé et pour répondre à leurs difficultés, par exemple, et particulières. Cependant, cela ne remplace pas la formation continue des enseignants. Donc, si on prend un maître bien formé, il est mieux préparé pour accompagner tous les élèves. Donc, il va identifier leurs besoins et adapter ses méthodes aux enfants ou bien à l'enseignement ou bien dans les salles de classe. Donc, moi, je peux dire les deux sont complémentaires. Pourquoi? Parce que l'accompagnement aide certains élèves en difficulté, tandis que la formation continue améliore la qualité de l'enseignement pour l'ensemble de la classe. Merci, monsieur. Voilà, merci Tamaïka. J'ai envie de te poser une question avant. Pas de problème, monsieur. Je suis là. Quelques remarques. Quand tu dis formation continue, tu parles de quelle formation? Donc, tu parles de par quoi? Parce que quand on dit formation continue, c'est très vague. Tu parles de quoi spécifiquement dans ton travail? OK. Moi, quand je parle de formation continue dans mon travail, je parle des renforcements qu'on peut donner aux enseignants ou bien qu'un enseignant puisse avoir parce que sans les formations... Quel renforcement? Il faut être précis. Je veux parler, moi-même, je travaille sur la gestion de classe. Je veux parler gestion de classe alors. Je veux parler des formations en gestion de classe et plus précisément pour avoir des stratégies plus efficaces pour pouvoir contrôler la salle de classe. Pas dans d'autres domaines comme psychopédagogie, il n'y a pas... OK, oui, j'allais dire ça parce que sans la formation psychopédagogique, l'enseignant ne peut pas quand même avoir de nouvelles méthodes pour pouvoir gérer la classe. Donc, tu vois, dans ton travail, il faut au moins permettre au lecteur de comprendre exactement ce qui serait nécessaire à l'enseignant pour qu'il puisse monter en compétences et en capacité de gestion de la classe. Donc, il y a un certain nombre de domaines qui toucheraient, que ce soit la pédagogie, la gestion de classe et même la psychologie. Ça, il faut vraiment bien détailler ça. Maintenant, dans tes constats, quel genre de formation les enseignants ont pu bénéficier jusque-là, d'après toi? Tu as été sur le terrain. Moi, ce que j'ai pu vérifier ou bien à partir de mes constats, il y a des écoles qui font des formations pour les enseignants, surtout sur la gestion de classe. Donc, j'ai parlé de la gestion de classe dans mon travail, comme c'est ça le sujet principal. Donc, je pense que c'est pour cela que j'ai trouvé seulement des enseignants qui prennent en compte ou bien qui parlent seulement de la gestion de classe ou bien des formations. Tu n'as pas compris ma question. Désolé, tu n'as pas compris la question. Tu travailles sur un établissement, c'est bien ça? Oui. Donc, tu ne peux pas me dire qu'il y a des établissements. D'accord? En plus, tu fais une étude qualitative. Je sais. Bon, dans l'établissement, puisque tu traites de la formation continue ou des formations continues. Quel type de formation continue jusque-là les enseignants qui sont concernés ont pu ou non bénéficier? OK. Merci. Excusez-moi, monsieur. Peut-être que j'ai mal répondu par mégarde ou bien par mal compréhension de cette question. Et je peux dire que les enseignants ont reçu des formations continues sur la gestion de classe. Que sur la gestion de classe? Bon, alors, puisque moi-même, mon travail était centré sur la gestion de classe. Je ne t'accuse pas. Tu fais un constat. Tu dis oui, c'est ça. Ou non, c'est pas ça, c'est sur autre chose. Mais je ne t'accuse pas. Bon, alors, ça voudrait dire que dans ton travail, tu dois prendre du recul. Parce qu'il y a des aspects qui ne sont pas, en tout cas, des compétences, entre guillemets, qui n'ont pas été apportées aux enseignants.
Donc, tu vois, tu dois nuancer les choses. Parce qu'en réalité, ce n'est pas uniquement la gestion de classe. Et encore là, quand on dit gestion de classe, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais de la responsabilité de l'établissement dans la gestion de ces genres de comportements? Qu'est-ce que tu penses de l'établissement, d'accord, dans la gestion, en plus de l'enseignant? Je sais que l'enseignant est sur le front, c'est vrai, mais c'est aussi l'établissement. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et moi, ok, excusez-moi. Je peux, monsieur? Mais bien sûr, on t'écoute. Okay. Moi, ce que je pense, et je vois qu'il y a une légèreté par rapport aux responsables de cet établissement. Et seulement pour, comme j'ai recueilli des données en ce qui a trait une enseignante qui n'est pas formée ou bien des gestions de classe mal faites. Donc, je peux dire que là, l'établissement doit pouvoir disposer des personnes capables et de faire des formations pour certains enseignants pour pouvoir mieux gérer la classe. Tu vois, tu restes collé à l'enseignant. Alors que quand on dit un établissement, d'abord, il y a des règles. Il y a des gens qui sont appelés à les faire respecter, y compris du côté des enseignants et des élèves. Donc, s'il y a un laxisme du côté de l'administration, de la direction, ça peut aussi expliquer des excès de zèle des élèves. Tu comprends? Donc, dans ton travail, il faut, puisque tu as fait de l'observation, c'est pour ça ma question, parce que c'est un aspect que tu as pratiquement négligé, alors que c'est un aspect fondamental. Je prends le cas de l'IUS, par exemple. Un enseignant ne peut pas venir faire n'importe quoi. L'étudiant ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les règles du jeu sont définies. Tu comprends? Et que les sanctions sont également prévues. Donc, quand on pose un cadre pareil, certes, il y aura toujours des comportements les uns les autres. L'enseignant va gérer sa classe, etc., etc. D'accord? Mais l'administration encadre. D'accord? Crée un environnement de travail idéal pour permettre à tout le monde de se retrouver. Cet aspect-là manque beaucoup dans ton travail. Et comme tu as fait de l'observation, je t'inviterai à ajouter quelques éléments pour davantage justifier ou au moins montrer que oui, tu reconnais il y a cet aspect qui rentre en jeu, même si ton analyse se concentre sur la capacité de l'enseignant à jouer son rôle. Bon, alors, je tiens à vraiment rappeler que c'est vrai, il y a un effort à respecter le canevas, mais il faut nettoyer ton travail. Je vois que tu fais en tout cas, abusivement, tu utilises le gras. Tu utilises dans le corps du texte, le gras, tu mets pratiquement des noms en gras. Ceci est inacceptable dans un travail de mémoire. Seuls les titres peuvent être en gras, d'accord? Donc, dans le corps du texte, on ne met pas de gras en veux-tu, en voilà. Autre élément, il faut revenir sur le canevas de l'IUS en matière de citation. Et vraiment, tu as beaucoup de légèreté. Et même si je vois qu'il y a quand même un effort à travers la bibliographie. Donc, je t'invite vraiment à reprendre ces aspects-là pour améliorer définitivement ton travail. Peut-être ce qu'il faudra faire, parce que quand je regarde, il y a des résultats intéressants, mais tu ne fais pas de lien, tu vois, avec le terrain. Toujours, il faut utiliser peut-être mettre des extraits, et pourquoi pas, et par la suite,
tu interprètes et tu analyses ces extraits-là. D'accord? Donc, il manque quelques extraits. Le verbe anonymisé qui manque dans ton travail. Parce que je suppose que tu as ces informations-là, ce serait bien de pouvoir les exploiter. Et puis, il faut à chaque fois, et ça c'est juste pour que tu puisses corriger pour tout le monde, puisque les étudiants ont tendance à ne pas le faire, c'est faire le lien avec le cadre théorique que tu as défini. Par exemple, quand tu parles de formation continue des enseignants et on te dit, oui, il y avait une formation en gestion de classe. Il n'y a pas d'autre type de formation. Mais ça correspond à une approche théorique qui dit qu'effectivement, l'enseignant qui est bien formé, donc il faut toujours faire, c'est comme un va-et-vient en réalité quand on fait l'analyse. Hein, on regarde les éléments qui sont les données, mais quand on fait l'interprétation, on fait ce va-et-vient entre données empiriques et cadre théorique. D'accord? Donc, ça manque. Je pense que si tu arrives à renforcer ces aspects-là, ce serait un très, très bon travail. Donc, je passe la parole au directeur de mémoire. Je rappelle que le directeur, c'est pas, il n'a pas à répondre aux questions. Contrairement voilà, donc il peut toujours éclaircir des concepts, etc. Mais le directeur ne fait pas de soutenance. Voilà. Donc, cher directeur, tu as la parole. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci pour l'honneur qui m'est fait de prendre la parole dans la circonstance. Je tiens en premier lieu à adresser mes plus sincères remerciements et ma profonde gratitude aux lecteurs critiques, les rapporteurs. Je salue le dévouement et la rigueur scientifique dont il a fait preuve en prenant le temps de lire, d'analyser, d'apprécier ce travail de recherche. Sa lecture attentive a permis de mettre en lumière la conformité et là où également il y a manque de conformité de ce mémoire avec le canevas et très exigeant de l'IUS. Et en assumant pleinement également avec brio son rôle de guide, il a su formuler des observations constructives et dégager des pistes d'amélioration cruciales qui va permettre à ce travail de CIC le plus près possible de la perfection ou de l'excellence académique, même si un travail scientifique ne peut pas être tout à fait parfait. Alors, je vous remercie. J'ai saisi également l'occasion, Monsieur le Président, pour présenter mes félicitations à l'impétrante, Mademoiselle Ostamaïka Priscille, pour la qualité remarquable de sa production. Elle a posé son choix sur un sujet non seulement captivant, mais pertinent et scientifiquement avéré. Elle a pu maîtriser le thème au point de faire corps avec les sujets. J'ai vraiment apprécié tout au long de ce travail. C'est un sujet qui le passionne tant. Et surtout, il a pu trouver ces sujets en observant son milieu ambiant, ses pairs, en observant certains comportements des enfants. Et là, une question s'est imposée à elle. La question, c'est, sans une formation adéquate et adaptée, il demeure particulièrement complexe pour un enseignant de gérer efficacement de telles dynamiques de classe. Animée par cette idée, elle a pu effectuer des recherches pour nous présenter ce travail aujourd'hui. Elle a fait également un exposé vraiment intéressant et elle a répondu aux questions qui lui sont posées, même s'il y a certains éléments qu'il a, mais il n'a pas su les utiliser parce que dans sa grille, elle a pu observer est-ce que les règles de vie des classes sont affichées, est-ce que les enseignants rappellent les règles de vie des classes, comment est-ce que les enseignants réagissent. Elle a pu déterminer est-ce que il y a des enseignants qui ont eu une formation initiale ou bien il y en a qui n'ont pas de formation qui commencent à enseigner. Combien de formations additionnelles ont suivi ces enseignants? Quel rapprochement qu'il a fait? En fait, elle a eu ces éléments, mais elle n'a pas su peut-être les utiliser ce soir par rapport à la soutenance. Mais on sait, c'est son premier essai. Également, il y a le stress qui l'envahit, mais en dépit du stress, elle a pu quand même répondre à certaines des questions qui lui sont posées. Donc, je tiens à le féliciter. J'estime qu'il a présenté ce soir un travail qui mériterait peut-être d'être validé par ces jurys, lors même qu'il doit tenir compte des différentes remarques pour pouvoir peaufiner le document final avant
les dépôts. Alors, je remercie les membres du jury et je demande également à Tamaïka de prendre en compte les remarques qui lui sont faites et pour pouvoir bonifier le travail. Et comme elle a dit qu'elle a encore sur ses soifs, j'espère qu'elle va pouvoir continuer également à développer le sujet davantage et avec d'autres écoles dans l'échantillon dans un niveau beaucoup plus intéressant. Merci, Monsieur le Président. J'estime à votre. Merci, Dieu merci. Et je rappelle que dès qu'on a accepté la soutenance du mémoire, le jury sanctionne le mémoire. Hein? L'étudiante ou l'étudiant aura certainement une appréciation. Hein? C'est pas, on n'a pas de rejet. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes avant d'accepter la soutenance. Et après la soutenance, il y a l'étape de correction obligatoire. Hein? Obligatoire. Donc voilà, donc ça fait partie du jeu chez nous. Comme tout le monde le sait, je voulais quand même le rappeler. Bon, Tamaïka, je t'accorde 30 secondes pour nous dire, bon, en tout cas, ce que tu veux en 30 secondes. Voilà. Ok, merci. Et j'aimerais remercier mon directeur de mémoire et M. Mathurin Demerson et M. le Président, M. Christophe Providence, et enfin mon rapporteur et M. Gabriel Saint-Louis. Et je tiens encore à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. J'adresse mes sincères remerciements à l'Institut universitaire des sciences pour la qualité de son enseignement. J'invite également toutes les personnes désireuses de bénéficier d'une formation de qualité à rejoindre cette belle institution. Je remercie chaleureusement l'ensemble de nos professeurs, avec une mention particulière à M. Nossan Labadi, dont la vision et l'engagement ont contribué à tracer cette belle voie. Du fond du cœur, je remercie mon très cher oncle, directeur fondateur de l'Institution chrétienne de la semence, M. Lisner Jean, pour son soutien et sa confiance, ainsi que ma famille, mes amis et toute l'équipe de la L4 Administration pour leur encouragement. Une pensée spéciale va à ma très chère maman, femme courageuse et pleine de compréhension pour son amour, ses sacrifices et son soutien constant. Enfin, je tiens à adresser un remerciement particulier à M. Obaldo Badio, notre infatigable secrétaire pédagogique. Au-delà de son engagement et de sa disponibilité au service des étudiants, je le remercie également en tant qu'ami pour son soutien constant et ses encouragements. Merci à tous, au revoir. Merci, merci. Donc, ainsi s'achève la soutenance de Tamaïka ici. On demande à l'administration d'arrêter l'enregistrement